Ma sœur Talia a toujours été l'histoire que notre famille aimait raconter, celle qu'il présentait fièrement lors des dîners ou des pique-niques de l'église. Notre Talia, disait maman, posant la main sur l'épaule de quelqu'un comme s'il avait de la chance d'entendre simplement son nom. Mistin Blue Ridge, capitaine de l'équipe de débat, diplômée en design d'intérieur, fiancée au fils d'un conseiller municipal local. Toute sa vie ressemblait à une brochure brillante, soigneusement préparée, éclatante, parfaitement dans les délais. Et puis il y avait moi. Je n'étais pas vraiment un problème. Juste, pas intéressante. Je lisais en silence, j'avais des notes correctes, je n'avais pas besoin de rappels, ni de compliments. J'étais celle qui remplissait la carafe de thé, qui sortait les poubelles sans qu'on le demande, celle qu'ils oubliaient d'appeler pour les soirées jeux en famille, puis disait « Oh, désolé, chérie. On pensait que tu étais occupée avec tes devoirs. » La plupart du temps, c'était plus simple de ne pas en tenir rigueur. Depuis des semaines, la maison était en effervescence. Des échantillons de tissus ivoire et or rose traînaient sur la table à manger. Maman passait des appels quotidiens avec le traiteur, et j'en savais désormais plus sur les étages en fondant que je ne l'aurais jamais voulu. Papa restait plutôt silencieux mais faisait son devoir, il écrivait des chèques et hochait la tête pendant les dégustations. Talia flottait au-dessus de tout ça comme une mariée dans un rêve. Personne ne demandait où j'étais. Personne ne remarquait que je n'étais pas incluse dans le groupe de discussion avec la wedding planée. Puis, un mardi gris, la lettre est arrivée. Admission anticipée à l'université Northwestern. J'ai lu l'email 2 fois pour être sûre, puis je l'ai imprimé, juste pour tenir quelque chose de réel dans mes mains. Je suis montée à l'étage et me suis assise sur mon lit, serrant la feuille comme une preuve que j'existais. Je ne suis pas descendue en courant. Je n'ai interrompu personne. J'ai simplement replié la lettre et l'ai glissée dans l'enveloppe que grand-père Ellis avait laissée à mon nom il y a des années. Puis j'ai murmuré, j'y vais. Quand il m'a donné cette enveloppe, il m'avait dit, ce fonds est ta clé vers la liberté. Ils ne te verront jamais venir. J'ai pressé mon pouce sur le seau. Le papier à l'intérieur ne ressemblait pas à de l'argent. Il ressemblait à une porte. Et j'allais la franchir. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce qu'ils avaient déjà fait derrière cette porte. Grand-père Ellis ne disait pas grand-chose quand d'autres personnes étaient dans la pièce. Mais quand nous étions seuls en général sur la balançoire du porche pendant que tout le monde s'agitait à l'intérieur, ces mots ressemblaient à de petits pois jetés dans mon monde. La dernière fois que nous nous sommes assis ensemble, il m'a tendu une enveloppe craft avec mon nom complet écrit dessus. Pas, chérie, pas, mon petit cœur, juste Kalen Marie Reese, écrit de sa main fine et appliquée. Il avait l'air fatigué ce jour-là, plus mince que je ne voulais l'admettre, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. C'est pour plus tard, m'a-t-il dit. Quand tu seras prête à partir à l'université, ou ailleurs, peu importe ce qui s'ouvrira à toi. Je me souviens lui avoir demandé, et s'ils ne sont pas d'accord? Il a souri, sans chaleur. Ils n'auront pas leur mot à dire. C'est à toi. Légalement. Je m'en suis assurée. Cette enveloppe a vécu tout ce temps dans le fond de mon tiroir de bureau. Je ne l'ai jamais ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je le croyais. Et lorsque le mail de Northwestern est arrivé, la première chose que j'ai faite a été de la sortir et de la poser doucement dessus. Côte à côte, le futur et la promesse qui le rendaient possible. À l'intérieur, il y avait une lettre notariée décrivant le fonds éducatif qu'il avait créé. 75 000 $. Le fiduciaire désigné était mes parents, mais les conditions étaient claires. À utiliser exclusivement pour le développement éducatif de Kalen Marie Reese. Aucune exception, aucun détournement, pas de salle de mariage, pas de sœur. Il y avait aussi une lettre manuscrite, sur du papier ligné. Kalen, ceci est ta ligne de départ. J'espère qu'un jour tu l'utiliseras pour dépasser tout ce qu'ils n'ont jamais su voir en toi. J'ai passé les jours suivants à créer des tableaux Excel, à vérifier les coûts de logement à Evanston, à estimer les frais de scolarité. J'ai regardé des visites de dortoirs, lu des forums d'étudiants. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais des décisions uniquement pour moi. Puis, une semaine plus tard, je me suis connectée au compte pour finaliser le plan de paiement. Le solde s'est affiché en grand devant moi, 0 $. Au début, j'ai cru à un bug, une page mal chargée ou une erreur bancaire à régler avec un simple appel. J'ai actualisé la page 2 fois, me suis déconnectée, reconnectée, mais le chiffre ne changeait pas. Solde, 0, 0. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine comme si j'avais avalé un objet tranchant. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, les doigts raides, chaque geste plus lent qu'il n'aurait dû l'être. Une seule transaction.
Les 75 000 $ partis. 2 semaines plus tôt. Le numéro du compte destinataire me paraissait familier. J'ai vérifié les anciens documents du fonds de grand-père. Il correspondait à l'un de nos comptes familiaux conjoints, celui que papa avait toujours dit qu'il garderait, au cas où il y aurait des urgences ou des délais que je ne pourrais pas gérer seul. À 17 ans, j'avais signé les papiers sans réfléchir. Ça les faisait se sentir utiles. Inoffensif, pensais-je. Comme une précaution. J'ai fait défiler et j'ai vu la note dans la ligne des commentaires. Regroupement de fonds, dépenses familiales. Ma bouche s'est asséchée. J'ai cliqué sur chaque écran possible. Il n'y avait aucune note de remboursement, aucune transaction en attente, juste un retrait propre, silencieux. J'ai appelé la banque, espérant encore une erreur du système, faisant semblant que ce n'était pas ce que ça semblait être. La femme à l'autre bout de la ligne était gentille mais ferme. Elle m'a confirmé que le transfert avait été autorisé par Marlène et Graham Rees, les cofiduciaires du compte. Toutes les autorisations étaient valides. Elle a dit. Je suis désolée, mademoiselle Rees. Je suis restée là longtemps, simplement à fixer l'écran comme on regarde le contour d'un corps sur le sol. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était un message. Nous savions ce que c'était. Et nous l'avons pris quand même. J'ai ressorti l'enveloppe de mon tiroir et relu la lettre d'Hélice, son écriture cursive encore nette malgré l'âge. Mes mains tremblaient, mes dents se serraient, mais je n'ai pas pleuré. J'ai refermé la lettre avec soin, replié le long de son pli d'origine, et l'ai placé dans un nouveau dossier intitulé « Preuve ». En bas, j'entendais des rires maman au téléphone avec le fleuriste, Talia fredonnant dans la cuisine. Le compte à rebours du mariage battait son plein. Et maintenant, je savais exactement comment il le finançait. Ils étaient dans le salon quand je suis descendue. Papa feuilletait des reçus, maman faisait défiler son iPad, marmonnant quelque chose à propos du plan de table. L'air sentait la cannelle et la vanille, son parfum signature pour les préparatifs de fête. Ça m'a donné la nausée. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Maman ne leva pas les yeux. Ça peut attendre, chérie? Le photographe vient d'envoyer les épreuves. Non, ai-je répondu. Ça ne peut pas. Là, elle m'a écouté. Elle a abaissé la tablette et levé un sourcil parfaitement dessiné. Eh bien? J'ai vérifié mon fonds universitaire. Il n'y a plus rien. Silence. Papa bougea légèrement dans son fauteuil, mais ne dit rien. J'ai vu la transaction, ai-je poursuivi. Vous avez tout transféré. Les 75 000 $. Il y a 2 semaines. Maman a soupiré comme si je venais de lui rappeler de sortir un plat du congélateur. Oui, c'est vrai. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a posé l'iPad avec délicatesse. Kalen, tu sais combien un mariage coûte cher. Le jour de ta sœur, c'est un moment unique dans une vie. On a dû faire des choix. Ce n'était pas votre argent à choisir. Sa voix a perdu toute chaleur. Tu es trop jeune pour comprendre comment fonctionne une famille. Parfois, des sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Je me suis tournée vers papa. Tu as laissé faire ça? Il fixait ses mains. Ta mère s'est occupée de la plupart des décisions. Lâche. Northwestern attend le dépôt dans 3 semaines, ai-je dit. C'était mes frais de scolarité. Mon avenir. Maman a croisé les bras. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aller à l'université tout de suite. Une année sabbatique te donnerait peut-être un peu de recul. Ces mots ont frappé plus fort que le vol lui-même. Talia est alors entrée, pieds nus, tenant une boîte de souvenirs de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Tes noces ont été payées avec mon fonds universitaire, lui ai-je dit, sans ciller. Elle s'est figée. Quoi? Je ne savais pas, dit-elle en se tournant vers nos parents. C'est vrai? On a fait ce qui était le mieux pour la famille, répliqua sèchement maman. Talia m'a regardé, les yeux grands ouverts, proche de l'horreur. Cal, je te jure, je n'en avais aucune idée. J'ai hoché la tête une seule fois. Je la croyais. Elle est sortie de la pièce avec la boîte encore dans les bras, les lèvres serrées. Je suis remontée, j'ai fermé la porte de ma chambre et ressorti les documents du fonds. Grand-père Ellis ne m'avait pas simplement laissé un cadeau, il m'avait laissé une protection. Les conditions étaient contraignantes. Ce qu'ils avaient fait n'était pas juste une trahison. C'était illégal. Et maintenant, j'avais bien l'intention de le prouver. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je ne me suis pas enfuie pour aller m'effondrer dans l'allée d'un ami.
Ça aurait été trop facile pour eux, ils auraient eu une scène à montrer du doigt en disant. Tu vois, elle est émotive. Elle est irrationnelle. À la place, j'ai replié les papiers du fond, les ai rangés dans le dossier intitulé « Preuve » et j'ai refermé la porte de ma chambre. Le silence n'avait rien de réconfortant. Il était chirurgical, propre, froid, clinique. Je suis restée assise à mon bureau, la lettre d'acceptation de Northwestern toujours posée soigneusement à côté de mon clavier, et j'ai ouvert, pour la 5e fois de la semaine, la lettre manuscrite de grand-père Ellis. « Tu n'auras jamais leur vacarme », avait-il écrit. Mais le bruit n'est pas le pouvoir. Les gens silencieux savent comment planifier. J'ai suivi du bout du doigt les contours de sa signature, puis ouvert un nouvel onglet vierge et tapé. Comment contester une mauvaise utilisation d'un fonds éducatif? C'est comme ça que ça a commencé, une simple recherche vague. Puis une autre. Peut-on poursuivre un fiduciaire pour abus de confiance? Est-il illégal d'utiliser un fonds universitaire pour un mariage? Loi sur la fraude à l'héritage en Caroline du Nord. En moins d'une heure, je construisais un dossier numérique. Des PDF des règlements de l'État, des études de cas, même un fil Reddit où quelqu'un avait réussi à poursuivre un parent pour avoir détourné son fonds universitaire. J'ai mis en favori des cliniques d'aide juridique et des facs de cabinets d'avocats. J'ai copié les clauses originales du testament d'Ellis dans un document et surligné chaque phrase importante. Au bout de 3 heures, j'avais retrouvé son avocat. Maître Calvin Dobson, à la retraite mais encore référencé comme « conseiller » dans un petit cabinet en centre-ville. Je lui ai envoyé un email, joint des copies scannées de la fiducie, et expliqué que je croyais que le fonds avait été vidé illégalement. Puis je me suis adossée à ma chaise, non pas fatiguée, mais dépouillée. Ce n'était pas de la rage. Pas même de la tristesse. C'était un deuil taillé en quelque chose de plus tranchant. Il ne m'avait pas simplement pris de l'argent. Il m'avait pris un héritage, une protection. Le seul adulte qui m'avait regardé, pas à travers moi, il m'avait promis une issue, un avenir. J'ai fermé tous les onglets, puis ouvert un dernier document. Je l'ai intitulé simplement « Chronologie ». Chaque date, chaque transaction, chaque appel, je construirai cela ligne par ligne. La réponse de Maître Dobson m'est arrivée tôt le lendemain matin. Il était disponible pour me recevoir jeudi à midi. Il a écrit. Ellis voudrait que je jette un œil. Et j'ai su que j'irais. Maître Dobson m'a reçu dans un bureau calme à l'arrière, qui sentait légèrement le vieux papier et le produit citronné. Il était plus âgé que dans mes souvenirs, avec des sourcils argentés et une voix lente. Mais en lisant les documents que j'avais apportés, son regard a retrouvé sa netteté, comme si on venait d'allumer la lumière. Il était très précis, dit-il en tapotant une ligne sur les papiers de la fiducie. Exclusivement pour l'avancement éducatif de Callen Marie Rees. Cette formulation n'est pas souple. Elle est exécutoire. J'ai dégluti. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est une violation. Claire et nette. Nous avons passé l'heure suivante à examiner la chronologie, les journaux de transactions et les emails. J'ai signé une déclaration sous serment. Maître Dobson a fait des copies de tout. Il a dit que la première étape serait de déposer une requête pour geler les actifs restants, tout ce qui n'avait pas encore été dépensé en serviettes monogrammées et éclairage personnalisé. Une semaine plus tard, la demande fut validée. La date d'audience fixée. La poursuite était officielle, manquement aux devoirs fiduciaires, détournement de fonds, violation des termes de l'héritage. Je ne leur ai rien dit. Aucun avertissement. Ils l'ont découvert pendant un brunch. Marlène avait organisé une dégustation dans un vignoble à 1 heure de route. Il y avait des prestataires partout, fleuristes, organisateurs, traiteurs, violonistes. Je le sais parce qu'une amie de Talia avait posté une photo de l'installation sur Instagram ce matin-là. À midi, ils sirotaient du champagne en discutant de la hauteur des centres de table. Quand 2 huissiers sont arrivés et ont demandé Marlène et Graham Rees. Les enveloppes étaient blanches, épaisses, formelles, silencieusement dévastatrices. Talia m'a envoyé un SMS moins d'1 heure plus tard. « Qu'est-ce que t'as fait ? Maman est en crise. » Elle a hurlé sur la planificatrice du mariage. Papa a dû la faire asseoir. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les documents du tribunal, maintenant officiellement enregistrés à mon nom, et ajouté une petite note dans la marge. Signification, 12h08. Lieu, Croft Estate Winery. Le pouvoir avait changé de main. Pas bruyamment. Pas dans une dispute. Mais légalement, définitivement. Et le prochain mouvement m'appartenait.
Le tribunal n'était pas grand, pas de haut plafond, pas de drame sonore, juste une salle modeste au tapis usé et aux chaises grinçantes. Mais le silence y avait du poids. Marlène était assise à ma gauche, ses perles serrées contre son cou, les lèvres pincées. Graham à côté, les yeux baissés. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis le brunch. On partageait le même air, mais aucun passé. Maître Dobson se leva et commença simplement, en présentant les documents de la fiducie, la lettre notariée d'Hélice, les relevés bancaires. Aucune mise en scène, aucun effet de manche, juste fait sur fait, chacun se dépliant comme une trahison muette énoncée à voix haute. Quand vint le tour de Marlène, elle se redressa, puis se leva avec un petit sourire délicat destiné au juge. C'était un malentendu, commença-t-elle. Une affaire de famille exagérée. Ma fille Kellen, c'est une bonne élève, mais elle est sensible. Elle a vu ça comme une punition alors que c'était juste un ajustement temporaire. Nous allions replacer l'argent une fois les dépenses de mariage réglées. Ce procès, il est inutile. Il est cruel. Elle se rassit, toujours souriante. Maître Dobson ne broncha pas. Il tendit un dernier document au juge, la lettre d'Hélice, celle qu'il avait écrite à la main quelques mois avant sa mort. Le juge la lut en silence, puis regarda Marlène. Je ne vois ici aucun malentendu. Je vois une violation claire du devoir fiduciaire. Une restitution complète sera exigée. Frais juridiques inclus. Le marteau du juge frappa une fois. La bouche de Marlène s'ouvrit, puis se referma. Aucun mot n'en sortit. Graham se leva lentement, une main appuyée sur le banc pour s'équilibrer. Ils ne me regardèrent pas une seule fois. Ils sortirent ensemble, chaque pas alourdi par quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à porter. Je suis restée assise alors que la salle se vidait. Le bruit du marteau résonnant encore doucement dans ma poitrine. Ce n'était pas une vengeance. C'était un retour. Talia est venue 2 jours après le verdict. Pas de message, pas d'appel, juste un coup frappé à ma porte, trop doux pour être quelqu'un d'autre. Elle se tenait là avec une boîte cadeau blanche, du genre qu'on verrait à une fête prénuptiale chic. Son maquillage était minimal, ses cheveux tirés en un chignon bas. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui venait d'apprendre que le monde n'était pas aussi bien organisé que celui dans lequel elle avait grandi. Je ne savais pas, dit-elle. Je te jure sur Dieu, Kellen, je ne savais pas qu'il te l'avait pris. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Elle s'est assise au bord de mon lit, la boîte sur ses genoux. Ils m'ont menti aussi, dit-elle. Ils ont dit qu'ils utilisaient des économies de retraite de secours, que ce n'était pas grave. Elle leva les yeux, sa voix plus faible. Je les ai crus. Et ça fait de moi une complice, même si je ne l'ai pas voulu. Je me suis assise en face d'elle. Sans rien dire. Juste en écoutant. Elle ouvrit la boîte et me la poussa doucement. À l'intérieur se trouvait une pochette de créateur argentée et élégante, avec une étiquette que je ne pris même pas la peine de lire. C'est un cadeau d'une des tantes d'Owen. J'ai pensé que tu pourrais la vendre. L'utiliser pour les livres, les voyages, ou tout ce que Northwestern te demandera. Je ne dis pas merci, non pas par ingratitude, mais parce que quelque chose de plus ancien que la gratitude remplissait l'espace entre nous. Quelque chose construit dans de longs silences, à l'arrière d'une voiture lors de voyages, dans des desserts partagés et des compréhensions muettes. Tu ne me devais rien, lui dis-je. Je sais, répondit-elle. Mais je me le devais. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes juste restés assises là un moment, la boîte entre nous, aucune ne la touchant. Elle partit 1 heure plus tard, disant qu'elle devait annuler un essayage de robe et rendre quelques vérités. Après son départ, je mis la boîte dans le placard et rallumai mon ordinateur. Un nouvel email des admissions de Northwestern m'attendait dans ma boîte de réception. L'objet disait « Mise à jour du package d'aide semestre d'automne ». Je cliquai avant même de pouvoir me préparer mentalement. Northwestern avait réévalué ma situation. Ils avaient parlé à Monsieur Dobson. L'aide financière révisée couvrait ce que ma famille était censée fournir, prêts, subventions, bourses. D'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé une solution. Je restais figée devant les chiffres, un soulagement m'enveloppant les épaules comme un soupir silencieux. J'allais partir. Je ne le dis à personne. Je me rendis simplement à la banque, ouvris mon propre compte, sans cosignataire, sans droit partagé, et y transféris ce qu'il restait de mes économies. Je commandai des chèques à mon nom et payai le dépôt d'inscription dans l'heure. Ce soir-là, je m'inscrivis à un cours en ligne d'introduction à la rédaction juridique.
Juste un module, juste assez pour apprendre le langage que des gens comme Marlène espéraient que je ne parlerais jamais couramment. Plus tard, je m'assis à mon bureau et écrivis une lettre à ma mère. Je lui dis la vérité, je n'attendais pas d'excuses, et je n'en espérais aucune. Je savais qu'elle n'avouerait jamais ce que ça lui avait coûté de perdre le contrôle. Je lui dis que j'avais compris à présent, elle n'avait pas volé l'argent parce qu'elle en avait besoin. Elle l'avait volé parce qu'elle pensait que je ne m'en rendrais pas compte, ou pire, que je m'en rendrais compte et je garderais le silence. J'écrivis, tu m'as appris le silence. Je l'ai transformé en stratégie. La lettre n'était pas colérique. Elle était limpide. Je la pliai, scellai l'enveloppe et la regardai longtemps. Puis je sortis à l'arrière du Porsche, allumai une allumette, et laissai le papier gondoler et noircir dans ma main jusqu'à ce qu'il disparaisse en cendres. Certaines choses n'ont pas besoin d'être envoyées. Elles doivent juste être dites. Le lendemain matin, je reçus une confirmation pour un logement sur le campus. Chambre 2113, Weston Hall. Installation prévue pour le 22 août. Je l'ajoutai à mon agenda et ouvris une nouvelle feuille de calcul intitulée « Dépenses indépendantes ». Quand les cours commencèrent, cette histoire semblait déjà lointaine. Pas insignifiante, simplement discrète désormais, nichée derrière d'autres choses, lecture, conférences, briefing, le rythme d'un autre genre de vie. L'école de droit avançait vite, mais j'y tenais. J'aimais sa structure, la précision des arguments, le respect des règles, la façon dont les mots prenaient enfin du poids lorsqu'ils étaient bien employés. Je rejoignis un groupe de soutien pour étudiants issus de familles instables. Nous nous réunissions 2 fois par mois dans une salle de séminaire sans fenêtre avec des chaises disparates. La plupart ne parlaient pas beaucoup lors de la première réunion, mais à la 3e, quelqu'un craqua finalement. Une étudiante en 2e année, Alana, partagea son histoire, son père avait vidé son remboursement FAFSA, la laissant lutter pour payer son loyer. Elle ne l'avait jamais confié à personne auparavant. J'attendis la fin de la réunion, puis lui glissai un nom à l'oreille, Monsieur Dobson. Il m'a aidé, dis-je. Il n'est pas en ligne. Tu devras l'appeler. Elle acquiesça, les yeux grands ouverts, merci. Je n'ajoutai rien. Ce n'était pas nécessaire. De retour dans mon dortoir, je gardai la lettre d'Élise pliée dans la pochette avant de mon classeur. Les bords étaient usés par la relecture, mais l'encre résistait. Chaque fois que j'ouvrais le classeur, je relisais sa phrase finale. Ils ne te verront jamais arriver. Et il avait raison. Ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient dépensé mon avenir. J'ai utilisé leur trahison pour bâtir ma fondation.